grandes oreilles dressées, de longues dents affûtées, un pelage soyeux, dans nos villes comme dans nos campagnes, le lapin est reconnaissable en un coup d'œil. Depuis sa terre originelle, au sud de l'Europe, l'espèce a gagné tous les continents, élevée pour sa chair et sa fourrure. Curieux mais toujours aux aguets, le lapin conserve un concentré d'instinct sauvage qui nous échappe. Éleveurs et chercheurs tentent aujourd'hui de cerner les subtilités de sa véritable nature. Entre sauvage et domestique, de la garenne à l'enclos, l'animal aux longues oreilles est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Une pelouse bien grasse, une terre meuble, un climat doux et tempéré, il n'en faut pas plus pour qu'une colonie de lapins s'approprie les lieux et s'y sente comme chez elle. Dans ces parcelles verdoyantes, les lapins jouissent d'une grande liberté. Enfin, presque. Clôtures et abris constituent le décor d'un quotidien rythmé par l'homme. Ici se joue une partition de la vie du lapin, l'élevage. Aux côtés de l'humain, depuis seulement 1200 ans, le lapin ne s'est pas totalement défait de sa nature sauvage. Au fil du temps, l'élevage et la sélection ont modifié sa taille, la longueur de son poil et la couleur de sa fourrure. Malgré des apparences bien différentes, les lapins des villes et des champs appartiennent à la même espèce européenne. Depuis plus de 20 ans, Pascal est un fin connaisseur du lapin. Il a conçu en Mayenne une ferme unique en son genre, une référence en matière de bien-être animal. Salut les cocos! Pas d'élevage en batterie, pas de clapiers minuscules, mais des grands parcs à l'air libre pour les jeunes et des enclos mobiles pour les mâles reproducteurs ainsi que les femelles et leurs petits. Tiens ma pécote. Là. Chaque jour, Pascal déplace les 60 enclos de lapines allaitantes sur une prairie de 3 hectares pour leur fournir en permanence de l'herbe fraîche à brouter. L'élevage, c'est la relation homme-animal. C'est-à-dire que si l'éleveur il est bien, les animaux sont bien. Si les animaux sont bien, l'éleveur est bien. Je pense que c'est ça qui a été oublié dans les 30 Glorieuses, où en fin de compte, on a produit de l'animal comme si c'était une chose. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un être vivant, quoi. Il faut faire avec lui et pas contre lui ou pas à côté de lui. On est ensemble, quoi. Élever des lapins en plein air n'est pas chose aisée, car l'animal est sujet à de nombreux parasites. Et cette fragilité est accentuée en situation de stress. Pour un mammifère habitué à vivre en tribu, l'élevage industriel dans des cages exiguës est un véritable supplice. Pascal le sait bien et mise sur les bienfaits de la vie en groupe. La présence des autres rassure le lapin autant qu'elle le protège. Plus il se sent entouré, et plus son taux d'hormones lié au stress dans le sang diminue. Les comportements, on en voit un peu au quotidien, des comportements de lapins qui définissent pour moi leur bien-être, parce qu'ils ne m'ont pas dit encore s'ils étaient heureux ou pas. Mais quand on les voit, par exemple, ceux qui sont allongés tout leur long, voilà, là moi j'ai l'impression qu'ils sont bien, quoi. Un animal stressé, on le voit, il est recroquevillé, tout ça. Et du coup, on voit, là, il y a les curieux, il y a celui qui se lève. On les voit, les comportements. Et quand l'animal il vient, là je vois, il y en a un à 1 mètre de moi qui roupille, qui dort.
Il n'a pas l'air d'être malheureux du tout, celui-là. Enfin, voilà, moi, ça, je me dis, bah, celui-là, il a une chance de survie supérieure à un animal qui pourrait être stressé par quoi que ce soit. Tels des coqs en pâte, les résidents des parcs ont tout le loisir de vaquer à leurs occupations de lapin sans aucune pression. Manger, paître ou brouter, selon l'humeur, pour ensuite se prélasser. Mais après le calme, la tempête. Tic, le chien de Pascal, entre en action. Il rabat les pensionnaires dans les clapiers, afin que son maître puisse les compter facilement. Pris par surprise, les jeunes lapins réagissent avec rapidité. Un tapé de pattes vif du haut du perchoir. C'est le signal qu'il faut déguerpir aussi sec. Comme camper sur des ressorts en un éclair, tous aux abris. C'est bien, mon chien. En liberté, c'est sous terre que le lapin sauvage trouve refuge. Le petit animal se révèle fin bâtisseur de galeries souterraines. Sous la surface, un dédale de couloirs et de chambres dessine la garenne. À l'image d'une famille élargie, le clan se compose du couple dominant, des femelles et des lapros de l'année, ainsi que quelques mâles tolérés. Tout ce petit monde ne s'éloigne jamais trop de ses terres. Sauvage, oui, mais surtout sédentaire. Chez cet animal poids-plume, seulement 2 kg pour 50 cm de long, la vie en société est très organisée. Quand on partage une garenne à plusieurs, il vaut mieux suivre certaines règles de savoir-vivre ensemble. Ce code de conduite, c'est le couple dominant qui le dicte au clan. Et chacun doit s'y plier. À part la poignée de mâles autorisés, les autres sont chassés dès la maturité et doivent se mettre en quête de leur propre territoire. Au mâle dominant incombe la tâche de défendre farouchement tout le domaine. Si un étranger au clan tente une approche sur le périmètre, le gardien le repousse sans ménagement, griffes et dents en avant. Ce jeune téméraire va retenir la leçon. Dorénavant, il devra se fier à son flair pour lire les indices laissés par le maître des lieux sur tout son territoire. Le chef de clan déploie des trésors d'énergie pour signaler qu'il n'est jamais très loin. Il balise son domaine au moyen d'un marquage odorant des plus efficaces. Des gratis recouverts de petites crottes parfumées. Plus les rivaux potentiels rôdent, et plus il lui faut gratter, gratter et gratter encore. Un travail de terrassier incessant. En frottant son menton aux 4 coins du territoire, le lapin active sa botte secrète, une glande qui répand sa fragrance à même le sol. Et au cas où le message ne serait pas suffisamment clair, il signe son œuvre d'un jet d'urine furtif, mais limpide pour ses congénères. Tous les membres du clan doivent aussi se faire imprégner de l'odeur du mâle dominant, comme un laissez-passer pour l'accès au terrier. Car dans une galerie, n'entre pas qui veut.
au risque de s'attirer les foudres des occupants peu enclins à partager leur part de terrier. Chacun chez soi, donc, mais jamais loin les uns des autres. Grâce à ces règles de bon voisinage, différents groupes arrivent à cohabiter sans heurts jusqu'à former de grandes colonies de plusieurs centaines de résidents. Comme un petit village où l'on se surveille du coin de l'œil. Mais une ombre plane sur le destin du petit animal. Le lapin proliférait encore jusque dans les années 1950, avant d'être accusé de commettre des dégâts importants aux cultures et d'être classé comme nuisible. L'introduction par l'homme de virus mortels dans les Garennes a décimé nombre de populations à l'échelle mondiale. En une cinquantaine d'années, les nombreuses et denses colonies qui peuplaient l'Europe ont presque disparu. Aujourd'hui, l'espèce est classée comme quasi menacée. Et pourtant, les lapins sont encore chassés. En Espagne, terre natale de l'espèce, son déclin a suscité beaucoup d'inquiétudes. Conscient de la menace que représente la disparition du lapin sur l'écosystème, Carlos Rouco Zoufior, écologue, a consacré sa carrière à sa réintroduction et à l'amélioration de son habitat naturel. J'ai passé de longues heures à observer de très près les lapins. Pendant mon doctorat, je suivais des lapins et je me souviens que mon directeur de thèse m'a dit « Un jour, tu auras l'impression d'être devenu un lapin ». C'est vrai que quand on les suit, on peut les entendre, les sentir. Je me sens comme l'un d'entre eux. Chaque fois que je vais sur le terrain et que je vois un lapin courir, je ressens tout d'abord une certaine fierté. Puis je me dis qu'on retrouve ici la base de notre environnement méditerranéen. Au cœur du massif de la Sierra Morena, près de Tolède, la réserve privée El Castañar a vu sa population chuter de près de 60% au cours des 40 dernières années. Au grand mal qui touche le petit mammifère, un grand remède s'est alors imposé: faire renaître le lapin dans son paysage d'origine. L'automne est la saison privilégiée pour la réintroduction. C'est le moment de l'année où tous les lapros sont déjà sevrés. À l'initiative de Carlos, ce sont des milliers de lapins sauvages qui ont été élevés, transportés, puis libérés dans les réserves et parcs naturels à travers la péninsule ibérique. Leur mission: recoloniser leur terre natale et enrayer le déclin qui guette leur espèce. Nous sommes face à la garenne artificielle où nous essayons de réintroduire des lapins. Nous relâchons à proximité des lapins que nous allons introduire dans les garennes. Nous utilisons pour cela ce tube en béton. L'entrée est plus petite qu'en réalité, pour empêcher les prédateurs comme les renards d'entrer et d'attaquer les lapins. La première chose qu'on fait, c'est de vérifier que le lapin est en bonne santé et qu'il n'est pas blessé. Nous vérifions aussi le sexe, car nous voulons garder une certaine proportion dans la garenne, plus de femelles que de mâles.
Ensuite, on le place en face pour qu'il puisse entrer. Cette garenne artificielle a été construite à partir de palettes de bois recouvertes de terre. Une grande chambre centrale est reliée à d'autres plus petites à travers un labyrinthe de tunnels. Les lapins réintroduits deviennent les locataires d'une maison aux allures de préfabriqués. Juste le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement. Une fois relâchés, les novices se mettront à la recherche d'un bout de terrain à investir, à défendre et à repeupler. Dans la ferme de Pascal, les jeunes mâles prennent aussi possession de leur nouveau terrain de jeu. Alors qu'ils ont à peine quitté le giron de leur mère, les voilà déjà qui s'essayent à la vie en collectivité. La découverte du parc à l'air libre réveille leur esprit de conquête et stimule leur instinct sauvage. Du haut de leurs 2 mois et demi, leur tempérament se révèle et les plus dominants commencent déjà à patrouiller d'un pas assuré. Ici aussi, les mètres carrés se gagnent à la force de la patte, au gratis et à la diffusion d'effluves caractéristiques. Mais l'établissement d'une hiérarchie ne se fait pas sans quelques joutes féroces. Les combats se soldent toujours par un rituel de circonstance. Les vainqueurs imprègnent les perdants de leur odeur. Dominés, ceux-ci n'ont d'autre choix que de baisser les oreilles en guise de soumission. La signature olfactive des meneurs leur servira de sésame pour l'accès aux meilleurs abris. Dans un terrier comme dans un clapier, l'entrée est contrôlée et les dominés sont relégués à l'étage inférieur. Dans le quotidien du lapin, le toilettage et les soins dentaires sont un passe-temps de la plus haute importance. Ronger des morceaux de bois ou des plantes ligneuses a pour but de limer ses dents qui poussent tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas parce qu'il grignote sans cesse qu'il est un rongeur pour autant. Il appartient à l'ordre des lagomorphes, qui comprend aussi les lièvres. Rongeur ou lagomorphe, l'autour, qui rôde dans les parages, ne fait quant à lui pas de distinction. Le rapace migrateur a repéré son prochain repas de très loin. Ses approches discrètes lui permettent de trouver le meilleur angle d'attaque. Une chasse facile semble s'annoncer pour ce redoutable prédateur. Mais l'insouciance de la proie et la présence du grillage ont fait échouer cette première tentative. Habitué à chasser des animaux qui s'enfuient à toute allure, l'autour s'est fait surprendre par la passivité de sa cible. Inconsciente du danger, la boule de poil continue à brouter à quelques mètres du prédateur. Cet incroyable manque de réaction est sans doute une des conséquences directes de la domestication. En effet, en sélectionnant au fil des siècles les animaux les plus dociles, l'homme a favorisé certaines évolutions à la fois génétiques et cérébrales de l'espèce. Une récente étude a conclu que la taille du cerveau du lapin d'élevage était réduite par rapport à celui de son cousin sauvage, et plus particulièrement les régions associées à la sensation de peur. Leur cerveau, un poil ramolli, a fini par atténuer leurs réflexes les plus innés. Côté neurones, chez le lapin sauvage, rien à signaler.
ils restent vigilants en toutes circonstances. Car malgré le silence qui règne sur la campagne, la menace est permanente. Nombreux sont les carnivores à rôder près des terriers. À l'abri, le lapin communique sa peur par un coup bref porté au sol de la patte arrière. Ce coup du lapin agit comme un signal d'alerte à destination du reste du groupe, tapi au plus profond des galeries. Moment suspendu. Plus une oreille ne bouge. Si le renard a fait chou blanc, ce n'est pas seulement une question de chance. Petit mais costaud, cette proie qu'est le lapin n'en reste pas moins taillée pour survivre. Son signe distinctif, être constamment sur ses gardes. Dans la nature, le lapin doit avoir les yeux partout et les oreilles grandes ouvertes. Des sens très aiguisés pour détecter toute menace et d'étaler au plus vite. Avec d'aussi longues oreilles, le petit herbivore ne peut pas être dur de la feuille. Au moindre son suspect, elles réagissent comme des paraboles et pivotent pour en localiser la provenance. Le lapin, pratiquement muet, est d'autant plus à l'écoute. Son ouïe fine est loin de faire de l'ombre à son excellente vue. Ses grands yeux, très écartés, lui assurent une vision panoramique à quasiment 340 degrés, qui couvre également ce qui se trame dans le ciel. Et tout cela sans avoir à bouger la tête. Le lapin sauvage est une vraie tour de contrôle difficile à approcher. Mais que serait cette vigilance de tous les instants sans la présence du clan? À plusieurs, les paires d'yeux et d'oreilles surveillent sans relâche les environs. Et si l'un bouge, tout le monde décampe en un clin d'œil. En cas de danger, la réaction se doit d'être immédiate et athlétique. Le lapin bat tous les records de saut. Il est capable de faire des bonds d'1 mètre de haut, soit plus de 3 fois sa taille, et près de 3 mètres en longueur, avec une vitesse de pointe à presque 30 km/h. Alliant rapidité et agilité, le lapin disparaît en un rien de temps. Cette furtivité oblige Carlos à arpenter la réserve à pas de loup, s'il veut voir les lapins relâchés quelques semaines auparavant. C'est intéressant. Ce sont des latrines pour lapins, ou plus simplement un tas de crottes de lapin. En tant que chercheur en écologie, je serais inquiet non pas de ne plus voir une espèce, mais de ne plus voir les signes qui indiquent qu'elle est présente sur le territoire. Les latrines sont en réalité très importantes pour les populations de lapins, car ils s'en servent pour marquer leur territoire. Les groupes familiaux font aussi leurs besoins ensemble, pour indiquer que tel territoire appartient à tel groupe. Des galeries fraîchement creusées confirment la présence d'une nouvelle famille dans cette prairie. Le programme a fonctionné. Le temps des tunnels en béton et de l'habitat sur palette est révolu.
place à la terre, modelable à souhait. On dit que les lapins sont des ingénieurs environnementaux car ils sont capables de moduler leur habitat en fonction de leurs besoins. Cela bénéficie à toutes les espèces méditerranéennes. C'est l'ensemble des caractéristiques que le lapin apporte à cet écosystème qui rend cette espèce si importante pour nous. Il forme en fait la base de l'écosystème méditerranéen et beaucoup de gens l'ignorent. Si le petit lagomorphe s'est rapidement fait à sa nouvelle demeure, c'est grâce à une faculté d'adaptation impressionnante. Tolérant les fortes pluies comme les températures élevées, on le retrouve aux quatre coins du monde, dans des environnements très variés. Après une nuit à fureter en quête des meilleurs brins d'herbe, l'heure est maintenant à un autre type de dégustation pour le moins étonnante, et qui commence toujours par une palpation du ventre avec le museau. Ce geste quotidien favorise l'évacuation de petites crottes molles et luisantes, différentes des déjections dures qui parsèment son territoire. En bon herbivore, le lapin grignote continuellement de l'herbe, mais son système digestif ne lui permet pas de l'assimiler directement. Les végétaux ingérés doivent d'abord s'accumuler et fermenter dans une poche riche en bactéries située près de son intestin. Ce qui reste de ce transit prend la forme de ces petites crottes molles que le lapin boulotte dès leur apparition. Cette deuxième digestion lui apporte les nutriments essentiels à sa vitalité. Les jeunes de l'année semblent se plaire dans leur nouvelle demeure. Un espoir pour la faune locale, car une partie de l'équilibre de l'écosystème repose en effet sur les frêles épaules du lapin. C'est une espèce emblématique. Pour moi, les lapins sont même plus emblématiques que le lynx ibérique ou l'aigle impérial, car sans eux, certaines espèces qui occupent un niveau supérieur dans la chaîne alimentaire n'existeraient sans doute plus. Autour de la Méditerranée, ce sont 30 espèces de prédateurs qui dépendent du petit mammifère pour survivre. 2 espèces endémiques de la région, l'aigle ibérique et le lynx, ont particulièrement souffert du déclin de leur proie favorite. À tel point que ces prédateurs, si emblématiques de la péninsule, ont frôlé l'extinction. Voici une trace laissée par le principal prédateur des lapins, ici à Castagnard. On dirait, vu la forme et la couleur et les restes, je suis sûr à 90% que ce sont des excréments de lynx ibérique. C'est une bonne chose de trouver des indices de sa présence, car la population de lynx ibérique a baissé en Espagne suite au déclin de sa principale proie, le lapin européen. Mais depuis la mise en place du programme de captivité, la population sauvage de lynx ibérique est passée en 10 ans de 80 individus seulement à plus de 600 aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour cette espèce particulièrement emblématique de la péninsule ibérique. Au début du XXe siècle, ils étaient encore 100 000 lynx à parcourir les forêts montagneuses du sud de la péninsule. Longtemps considéré comme le félin le plus menacé au monde, il est désormais sauvé de l'extinction. Une heureuse nouvelle pour le lynx, qui ne fait pas vraiment l'affaire des lapins. Mais c'est sans compter sur une autre de leurs compétences légendaires, leur capacité à proliférer en un temps record. Dans le milieu sauvage, le lapin atteint rarement l'âge de 2 ans, contrairement à son compère domestique, moins exposé aux maladies et à l'abri des prédateurs, qui lui peut vivre jusqu'à 10 ans. Pour compenser cette courte espérance de vie, l'espèce s'appuie sur sa meilleure arme, la reproduction massive. Les premières fraîcheurs de l'hiver annoncent le retour de la saison des amours.
Plus vifs qu'à l'accoutumée, les mâles dominants n'ont plus aucun répit, prêts à défendre farouchement l'accès à leurs femelles. Qu'un nouveau prétendant apparaisse et la petite boule de poil se transforme vite en bête de combat féroce. Le vainqueur, débarrassé du prétendant, fait part de ses intentions à la femelle dominante, avec un semblant de parade amoureuse. Face à la chef de clan, il fait preuve d'un certain égard, alors qu'il ne s'embarrasse pas d'autant de galanterie avec les rangs inférieurs. À l'écart du groupe, le coït éclair ne dure qu'une poignée de secondes. Pour que l'accouplement soit fécond, il doit être renouvelé. Et parfois, jusqu'à 20 fois d'affilée. Le lagomorphe ne faillit décidément pas à sa réputation de chaud lapin. Dès l'âge de 4 mois, les femelles peuvent donner naissance à plusieurs portées d'affilée, soit des dizaines de lapros en une année. Une véritable stratégie naturelle qui répond à un impératif pour l'espèce, la survie. Les lapins domestiques sont quant à eux préservés de la frénésie reproductive. Pascal gère lui-même les naissances dans sa ferme. C'est lui qui fixe toutes les conditions de ces rencontres furtives. Alors, D'abord, la sélection des lapines et des reproducteurs. on va te mettre à pote. Alors, oh, une belle noire. Puis le choix du moment propice aux ébats. Ça ira pour toi. Oh là, bah super. Super, la visée est prête. Allez. L'éleveur s'appuie sur le caractère prolifique de ces lapins, tout en s'assurant de leur bien-être. Bah, c'est bien, pote. Et une deuxième fois, quand tu veux. Pascal connaît chacun de ses 15 mâles reproducteurs et 70 femelles génitrices. Au fil du temps, entre l'éleveur et ses bêtes, une relation de proximité s'installe. Pour moi, la communication homme-animal, elle est importante. Et bien sûr, si on donne un nom à l'animal, forcément qu'on l'aura bien repéré, on saura qui il est, et il aura sa particularité, et du coup, on sera dans une relation de proximité avec l'animal. Ouais, c'est pas très rouge, ça. On va bien voir. Allez, allez, va, du boulot. Hop. Allez, allez, Zor, au boulot. Loin d'être une usine à lapins, l'élevage de Pascal repose sur une production raisonnée, en limitant les portées à 3 ou 4 par femelle et par an. Ah, ma cocotte. Rien à voir avec la reproduction effrénée qui prévaut dans leur milieu naturel. Plutôt un équilibre pour les lapines. Ah, mais si tu vas encore en faire, hein. Moins contraintes par l'enchaînement des mises bas, elles produisent plus de lait pour des lapros plus résistants. Allez, on retourne à la maison. L'hiver, on les fait tourner un peu moins que l'été parce que naturellement, le lapin se reproduit mieux au printemps qu'à l'automne. Donc, sans se caler sur la nature, on va vers, quoi. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'intermédiaire. Ça reste un élevage, mais quand même, je m'inspire un peu de ce qui se passe dans la nature pour pas aller trop contre nature, quoi.
le bocage, le temps des naissances approche aussi. Creuser, c'est une seconde nature chez la lapine. Cette tunnelière chevronnée s'applique à construire une chambre différente pour chaque nouvelle portée. Appelées rabouillères, ces nurseries sont creusées un peu à l'écart de la garenne. Après 30 jours de gestation, l'arrivée des petits est imminente. La lapine n'a jamais été aussi affairée. Elle termine l'agencement du nid douillet, composé de brindilles, d'herbes sèches et de poils. De ses propres poils, qu'elle s'arrache du ventre, un comportement unique chez les mammifères. Dans un terrier voisin, la femelle dominante a donné naissance à sa première portée. Le quotidien des petits est calé sur les visites de la mère au nid. Une seule fois par jour, pour une tétée qui ne dure jamais plus de 5 minutes. Aucun autre mammifère ne consacre aussi peu de temps à sa progéniture. Ce comportement est pourtant adapté aux menaces qui planent en permanence sur les lapins. En limitant sa présence au nid, la mère n'attire pas les prédateurs vers sa portée. Sans poils, aveugles et sourds, les lapros peuvent à peine bouger. Mais quand la mère pointe le bout de son museau, l'excitation est à son comble. S'ils sont si agités, c'est qu'ils réagissent à une odeur bien particulière. Celle de la phéromone mammaire, la seule de son genre identifiée à ce jour dans le règne animal. Cette molécule volatile contenue dans le lait maternel les guide instinctivement vers les mamelles pour la tant espérée tétée quotidienne. Dès sa première heure d'existence, la survie du lapro repose déjà sur une autre de ses armes secrètes, son odorat. Ses narines frémissantes abritent jusqu'à 100 millions de récepteurs olfactifs, contre seulement 10 millions pour l'homme. Un flair d'une finesse remarquable qui lui permet de détecter la phéromone mammaire parmi les 150 molécules volatiles présentes dans le lait maternel, l'un des plus riches chez les mammifères. Comme leurs cousins sauvages, les nouveau-nés passent le plus clair de leur journée à patienter. La domestication n'a en rien gommé de l'instinct maternel si particulier de la lapine. Même en élevage, elle ne passe que peu de temps en contact avec sa progéniture et préfère vaquer à ses occupations à l'extérieur du nid. Dans les enclos de Pascal, on prend son temps. Les lapros restent auprès de leur mère pendant plus de 2 mois, contre 4 petites semaines en milieu sauvage. La sélection des animaux les plus productifs a eu pour conséquence d'augmenter la taille des portées. Il arrive que la femelle donne naissance à plus de lapros qu'elle n'a de mamelles. Même en milieu captif, la rude compétition pour l'accès au lait maternel s'intensifie et l'instinct de survie guide les réactions des petits. Comme dans la rabouillère, c'est souvent le lapro le plus lourd et le plus adroit à la lutte qui s'empare de la place centrale, si convoitée. Repoussés à la périphérie, les plus légers sont moins protégés du froid et peinent à se nourrir. Dès les premiers jours, l'écart se creuse déjà dans la portée. Peu confrontée aux dangers de la vie sauvage, la lapine domestique n'en reste pas moins sur le qui-vive lorsqu'il s'agit de ses rejetons. Certains comportements de protection sont même accentués. Alors, il y en a là-dedans. Alertée par les cris de détresse de ses lapros, la mère montre les dents. Ah, mais ils sont beaux. Oh là. Eh ben, Yvan, tu défends bien tes petits, hein.
Dans la nature, la simple apparition d'un humain à proximité du terrier l'aurait fait s'éloigner au plus vite. Mais dans l'enclos, un instinct imprévisible de défense se révèle. Toute patte dehors, la lapine passe à l'attaque. Ça va, ma cocotte, ça va. Gare à qui oserait toucher sa progéniture. Non loin de là, des lapreaux âgés de 18 jours, toujours dans les pattes de leur mère, commencent à manger de l'herbe. Ce tableau de famille devrait se prolonger encore quelques semaines avant qu'ils se retrouvent entre jeunes dans les parcs à ciel ouvert. Dans la Garenne, 2 semaines après leur naissance, l'heure est venue pour les petits de pointer leur museau hors du nid. L'appel de la lumière les mène à travers les tunnels jusqu'aux abords de la Garenne, où ils voient la prairie pour la première fois. L'hésitation laisse rapidement place au besoin d'exploration. Le lien qui les rattache au nid s'étire petit à petit. S'éloignant d'1 mètre chaque jour, ils gagnent peu à peu leur indépendance, prêts à conquérir de nouveaux territoires. Mais leur insouciance va vite faire place à la vigilance. Présent sous toutes les latitudes, le lapin se fond dans des décors les plus surprenants. Okunoshima est une petite île japonaise totalement colonisée par l'espèce. Ici, les envahisseurs sont les humains qui débarquent chaque jour dans l'unique but d'approcher les occupants à fourrure. Plus de 1000 lapins se partagent les 70 hectares de l'île et règnent en maîtres sur un territoire exempt de toute menace. Leur présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais de l'homme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont servi de cobayes aux militaires pour tester des armes chimiques. Aujourd'hui, ces lapins sont les descendants directs des quelques rescapés qui se sont échappés à la fin du conflit. En l'absence de prédateurs naturels, la bien nommée île aux lapins a vu sa population se multiplier jusqu'à atteindre un stade critique. La végétation n'étant plus assez abondante pour satisfaire l'appétit vorace du millier de mammifères, ils ne peuvent désormais compter que sur les touristes. Car s'il y a bien une chose qu'ils ont comprise, c'est que chaque vague de promeneurs amène son lot de nourriture. Ces lapins insulaires ont dû troquer l'herbe fraîche, si chère à leurs quenottes, contre les miettes d'un repas non adapté à leur système digestif. Ils sont partout. Leur île n'a plus de secret pour eux, de même que les habitudes et horaires de ces visiteurs. Redevenus sauvages depuis plus de 70 ans, ces animaux, d'habitude plutôt nocturnes, ont calé leur rythme de vie sur celui des touristes. Derrière ces petites bêtes se cachent de grands opportunistes capables de s'adapter à toute situation. Au Japon comme en Europe, après le chat et le chien, le lapin est devenu l'un de nos animaux de compagnie favoris. Cette popularité masque une réalité plus sombre. Réputé doux comme une peluche, son tempérament craintif peut cependant décevoir. Si mignon qu'il soit, il arrive que le lapin finisse par laisser ses propriétaires à l'achat impulsif. Forte d'une expérience de plus de 20 ans avec les lapins, Elena Grisafi-Favre s'investit au quotidien pour sensibiliser les propriétaires aux besoins de leurs compagnons. Près de Neuchâtel, en Suisse, elle a fondé un sanctuaire destiné à recueillir et à reloger les malheureux abandonnés.
Ce sont quelques 800 rescapés qui ont fait étape dans ce havre de paix depuis sa création. Ici, c'est le paradis des grandes oreilles. Ils y sont soignés et chouchoutés. Et surtout, leurs futurs propriétaires y apprennent à connaître et à respecter leur nature profonde. Bonjour les lapines. Voilà. Viens. Et c'est bon, hein, l'herbe. Adopter un lapin, c'est s'engager pour près de 10 ans. Coucou ma fifi. En l'invitant dans les maisons, on l'oblige à s'adapter à un mode de vie bien éloigné de son instinct sauvage. Ah, ça c'est un moment magique. Beaucoup de sérénité se transmet, les lapins. Quand ils sont comme ça, en totale confiance. Et c'est vraiment incroyable parce que ça fait 22 ans que j'ai des lapins, je vis avec eux, mais à chaque fois que je vis des moments comme ça, c'est vraiment émouvant. À l'origine des abandons, il y a souvent une méconnaissance de l'animal et un désenchantement, car le lapin n'a pas le comportement affectueux du chien ou du chat. Pour y remédier, Elena invite les futurs acquéreurs à explorer le monde peu connu et complexe du mammifère. Les lapins, ce sont des proies, donc ils se font à la limite chasser aussi par nous. Donc certains comportements qu'ils manifestent sont dictés par les faits qu'ils ont peut-être peur. Et ça, pour les gens, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on a toujours ce réflexe, oui, mais mon chien, mon chat, alors que le lapin, il vit dans un monde parallèle. Et pour être bien avec son animal, son lapin, il faut apprendre à communiquer différemment. Il faut apprendre à utiliser de nouveaux codes. La découverte du comportement du lapin passe surtout par l'observation. Sa posture et la position de ses oreilles sont autant d'indices pour indiquer son état émotionnel. Est-il terrorisé ou serein? A-t-il envie de jouer ou de flâner? À y regarder de près, l'animal est plus expressif qu'il n'y paraît. À nous de plonger dans l'univers silencieux des lapins. Les lapins sont des animaux qui ne communiquent pas de façon verbale. Donc ils font des gestes, des mouvements avec les corps, ils se mettent dans certaines positions par rapport à nous pour nous exprimer certaines choses. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont contents? Ça, ils ne vont pas nous les dire. Ils vont nous les montrer. Donc si on ne prend pas le temps de les observer, on ne les saura pas et on va louper des choses importantes. Installer une relation de confiance avec son compagnon aux longues oreilles passe par une compréhension de son statut d'animal de proie. Difficile de réfréner son envie de saisir cette boule de poil et la couvrir de caresses. Et pourtant, même les comportements les plus attentionnés peuvent lui rappeler l'attitude d'un prédateur. Avec beaucoup de douceur, Elena partage les bons gestes à adopter pour rapprocher l'animal et l'homme. Si je les fais monter sur les pattes arrière, ce n'est pas pour faire du cirque. Ça peut être aussi dans les buts d'une visite vétérinaire ou si on doit les examiner. Est-ce que le ventre est souillé? Est-ce que les mentons est souillé et mouillé? À la place de les stresser en les attrapant, en les soulevant et peut-être en les mettant sur les dos, avec une friandise, je peux les faire monter sur les pattes arrière, puis faire du stretching. Et puis là, je peux sans autre examiner mon animal. Tout dans le refuge a été conçu pour favoriser leur liberté de mouvement. Selon leur tempérament et leur histoire, les lapins recueillis sont répartis dans des enclos assez grands pour qu'ils puissent y dégourdir les pattes. L'espace et la vie à plusieurs les font renouer un peu plus avec leur nature sauvage. Autour du lapin, il y a énormément de préjugés, des préconçus au fait des choses qu'on pense savoir qui ne sont pas forcément toutes correctes. C'est-à-dire que dans les commerces, on trouve des petites cages ou des petits clapiers. Puis pour les gens, c'est normal de dire je prends mon lapin, je le mets en cage. Alors que je pense à personne ne viendrait l'idée de mettre un chat en cage ou un chien en cage. Pourquoi un lapin, oui? Parce que cette idée, ça nous vient du fait qu'il fallait les confiner pour pouvoir les récupérer assez facilement pour les manger.
Après un temps d'adaptation, les pensionnaires se font très bien à la présence de nouveaux colocataires. Des contacts rapprochés laissent entrevoir des amitiés naissantes et révèlent la facette grégaire du lapin, même domestique. À deux, c'est toujours mieux. En Suisse, on reconnaît que le lapin est un animal social, à tel point que la loi interdit désormais l'adoption d'un seul individu. Trop souvent choisi pour son apparence et la douceur de son pelage, le lapin domestique n'est pourtant pas une peluche vivante. Plus qu'un sixième sens, son instinct sauvage, profondément ancré dans ses gènes, fait sa force. Car sous sa fourrure soyeuse se cache une vivacité étonnante qui fait du lapin un animal taillé pour survivre.